Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, le thème sur lequel nous allons discuter aujourd'hui, ça va être la sécurisation des actes pharmaceutiques à tous les niveaux, que ce soit à l'officine, à l'hôpital et au laboratoire d'analyse biologique. Alors, on va parler, qui dit sécurisation, dit responsabilité pharmaceutique. Qui dit responsabilité pharmaceutique, dit présence du pharmacien, et à tous les niveaux, que ce soit à l'officine, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans la production pharmaceutique, que ce soit dans la distribution et que ce soit au laboratoire d'analyse médicale. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, en attendant les diapos. Alors, quand on parle de responsabilité pharmaceutique, quand on parle de sécurisation des actes pharmaceutiques, cela sous-entend déontologie médicale. Alors, du point de vue déontologique et du point de vue éthique, alors nous allons essayer de définir très rapidement c'est quoi la déontologie médicale. Alors, la déontologie médicale est... S'il vous plaît. La déontologie médicale est un ensemble de principes, de règles et d'usages que tout praticien de santé, pharmacien, médecin dentiste, doit observer ou dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession. Alors, les nouvelles pratiques en pharmacie ne doivent en aucun cas dispenser le pharmacien de veiller. Vous savez bien qu'il y a de nouvelles pratiques, la pharmacie se développe. Donc, cela ne nous dispense pas au respect du code de déontologie médicale. Le code de déontologie médicale, il faut savoir qu'il a été créé par décret exécutif en 92, le 6 juillet 92 plus précisément. Aussi, la sécurisation des actes pharmaceutiques est une exigence déontologique pour la protection des droits du citoyen à un traitement de qualité sûr, efficace et bien sûr dans la confidentialité. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au décret concernant la dispensation des psychotropes. Pourquoi? Pour la simple raison que vous savez tous qu'il y a une loi de santé 1811 et cette loi, la plupart des articles de cette loi nous renvoient aux dispositions réglementaires, donc aux tests d'application. Et le seul texte actuellement qui est disponible, qui est finalisé, qui est publié d'ailleurs, c'est le texte sur les médicaments et les substances ayant des propriétés psychotropes. Donc nous allons essayer de nous attarder un petit peu sur ce décret exécutif. Et puis nous allons aussi parler de certains articles qui régissent le fonctionnement de la pharmacie d'officine, de la pharmacie hospitalière avec mon ami Mezaour, et du laboratoire d'analyse médicale. Alors, le code de déontologie médicale algérien, décret exécutif 92, il faut savoir aussi que l'article 346 de la loi 1811, où il est créé un conseil de déontologie médicale auprès des médecins dentistes et des pharmaciens d'officine. Alors, des pharmaciens, plutôt, hein, tous les pharmaciens, dans toutes les catégories d'exercice. Il faut savoir que cet article de loi aussi nous renvoie à des textes d'application. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une modification ou un nouveau décret exécutif sur le code de déontologie médicale. Ça ne marche pas? Ça marche. Ok. Donc, je passe sur les titres concernant le code de déontologie médicale. Le contexte actuel en officine. Donc, c'est là où on va revenir aussi dans certains articles de loi 1811. On constate actuellement l'émergence de nombreuses maladies qui ont impliqué le développement et la multiplication des produits pharmaceutiques. L'industrie pharmaceutique est devenue un monde à part sur lequel s'applique tout ce que l'on retrouve dans le monde de l'industrie, soit la contrefaçon, la concurrence déloyale,
faisant ainsi du pharmacien la première victime de tous ces fléaux modernes. Donc nous allons essayer de revenir dans les articles de loi concernant la pharmacie d'officine avec un peu plus de détails. Le pharmacien donc est impliqué dans l'éducation thérapeutique essentielle pour la prise en charge. Là aussi, nous allons revenir tout à l'heure sur ces articles et les détails de ces articles. En milieu hospitalier, je passe tout de suite la parole à mon ami Messaouk. Merci, Monsieur le Président Touharia. Donc, effectivement, le contexte actuel est un peu le même au niveau de l'hospitalier, puisque ces dernières années, la pharmacie hospitalière a vu l'émergence de nouvelles pratiques en relation avec la pharmacie clinique et oncologique, qui ont impliqué le pharmacien de façon plus importante dans l'administration, la dispensation des traitements, puisque carrément il contribue, on fait ce qu'on appelle des RCP, c'est-à-dire des réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on interagit avec d'autres praticiens de d'autres spécialités. Et donc l'importance croissante des aspects déontologiques et éthiques devient essentielle. C'est-à-dire qu'on a affaire parfois à des personnes qui appartiennent à des corps différents. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une cordiale, j'allais dire, relation dans ces décisions thérapeutiques, où il est très difficile d'imposer une décision ou de la discuter. Et si on le fait, on le fera dans le cadre d'une réunion pluridisciplinaire. Et c'est là, encore une fois, le code déontologie doit maintenant s'adapter à ces nouvelles situations. Et donc, les nouvelles pratiques ne nous dispensent pas d'appliquer le code déontologie. Donc, on sera appelé à le faire de façon plus importante. Rappelez que la loi sanitaire 1811 qui était sortie, donc, qui était l'objet de la discussion du docteur Touharia, qui rappelle que la pharmacie d'officine a un propriétaire unique, hein, c'est ce qui a été, j'allais dire, confirmé par la nouvelle loi sanitaire, et qui cette fois en revanche dans l'article 250 prévoit la présence d'un pharmacien assistant, ce qui était un peu une nouveauté dans la loi sanitaire 1811. On a eu aussi un rappel de ce qu'étaient les produits pharmaceutiques. Là aussi, il n'y a pas eu de changement majeur. On a les médicaments, les produits chimiques officinaux, les produits galéniques, les matières premières à usage pharmaceutique. Donc on insiste ça pour développer des activités préparatoires. Et également, ce qu'il faut retenir, là aussi ça a été son changement, c'est que les médicaments au sens de cette présente loi étaient des substances se présentent comme possédant des propriétés curatives. Donc là, c'était une mise en garde par rapport aux thérapies complémentaires et à la pharmacie complémentaire. Enfin, un rappel à ce qui était considéré comme médicaments, les produits diététiques, etc., les produits d'hygiène corporelle. Donc là aussi, c'était sans changement, mais on voulait quand même pointer en jaune les produits qui étaient, rappel, ce qui était considéré quand même du champ d'application de la pharmacie. Et ce qui était nouveau, c'était qu'on entendait par médicaments falsifiés, donc on a défini ce qui était un médicament falsifié. Ce n'est pas simplement l'identité ou l'emballage, ça pouvait aller à la source. Dès qu'il y a contrefaçon c'est-à-dire s'il y a un document faux sur la source du produit, le produit est considéré comme une contrefaçon. Donc vous voyez, les documents afférents à un médicament, pour peu qu'ils soient faux, c'est considéré comme de la contrefaçon. L'historique d'approvisionnement de ces matières premières, si elles sont fausses, pareil, elles sont considérées comme contrefaçon. Donc la contrefaçon, sa définition, elle devient plus large et elle rend obligatoire tous les documents afférents à la traçabilité du médicament et de sa production et de son éventuelle importation. L'article 214 définit ce qu'est une nomenclature des médicaments, donc savoir que la nomenclature des médicaments et des dispositifs humains sont recueillis par l'ensemble des produits enregistrés ou homologués pour les DM. Hein. L'homologation des DM, c'est tout un débat. On a aussi l'article 179 qui dit que le pharmacien ne peut dispenser les produits que sur prescription médicale. C'est un rappel à l'ordre, hein, c'est des pratiques que l'on fait. Il interdit aux professionnels de santé d'exécuter des prescriptions médicales, de prescrire des produits pharmaceutiques. Donc là aussi, le pharmacien n'a pas le droit de prescrire. Donc c'est un rappel à l'ordre. Et on voulait faire ensemble avec le Dr Touharia parler de la sécurisation de la gestion des psychotropes et le contexte historique qui a vu la naissance du décret qu'on voulait débattre aujourd'hui dans le cadre de cette journée CIFAL, hein, des journées du CIFAL. Rappelez que nous avions historiquement un décret 76 qui portait réglementation des substances vénéneuses. On a eu la loi 85.5 qui était l'ancienne loi sanitaire relative à la protection. Ensuite, on a eu l'arrêté 97 de 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et trafic illicite des stupéfiants, la loi 418 hein, qui est décriée actuellement. On a l'arrêté du 9 juillet 2015 qui portait classification des plantes et substances classées comme psychotropes. Vous voyez que la liste elle date de 2015. Ensuite, on a eu la loi sanitaire
qui, elle, appelait à ce qu'il y ait un décret. Ce décret est venu, il est venu le 31/12/2019, sorti dans le journal officiel le 5 janvier 2020, qui fixe les modalités de contrôle administratif technique de sécurité des substances médicaments ayant des propriétés psychotropes. Alors ce texte était attendu. Alors il faut savoir que depuis une vingtaine d'années, l'ordre a mis en place à la disposition du pharmacien d'officine un ordonnancier qui répondait aux exigences du décret 76 de 1976, qui est un décret très ancien, qui disait que dans son article 24, disait que le pharmacien ne peut délivrer les substances vénéneuses et les préparations qui les contiennent que sur prescription d'un médecin vétérinaire. Toutefois, ils peuvent délivrer sur prescription d'un chirurgien dentiste ces dites substances fixées par arrêté au ministère de la Santé publique. Le contexte, toujours dans le contexte historique, on a avec les ordonnances qui prescrivent, qui parlent de l'ordonnancier, prescrivant les substances de préparation qui les contiennent, doivent être inscrites sur un livre, registre d'ordonnance coté et paraphé par le président de l'Assemblée populaire communale, l'APC, ou le commissaire de police, sans blanc, ni rature, ni surcharge. Et ce registre est conservé 10 ans. Vous allez voir que sur la nouvelle loi, ce registre n'est plus conservé pour 10 ans, mais plutôt 5 ans. La loi 1811 qui appelle l'article qui va suivre, qui rappelle que donc la production, la fabrication, le conditionnement, la transformation, l'importation, l'exportation, l'offre, la distribution, la cession, la remise, médicaments et de propriétés stupéfiants ou psychotropes, les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Nous allons voir maintenant le décret qui est sorti. C'est le décret 19379 du 31 décembre 2019. Donc ce décret qui est paru donc le 5 janvier, le voici. Alors on va les passer très vite, savoir que simplement que ça a été organisé en chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc chapitre 1 s'intéresse plutôt, concerne plutôt les pharmaciens, directeurs techniques chargés de l'importation. Donc c'est plutôt les importateurs qui sont concernés. Dans le chapitre 2, c'est les fabricants. Mais les fabricants, il faut savoir qu'ils sont parfois aussi importateurs de matières premières. Donc ils sont à cheval sur les deux chapitres. Ensuite, on a contrôle d'acquisition, de détention, c'est-à-dire que c'est un chapitre qui va concerner les modes d'approvisionnement, d'acquisition, c'est-à-dire les bons de commande établis par les pharmacies d'officine ou par les distributeurs auprès des importateurs, et ce qui explique au fait que les bons de commande doivent être des bons de commande séparés des autres commandes de médicaments, donc facturation séparée. Enfin, le chapitre 4, qui est le chapitre majeur, c'est lui qui explique comment se fait la dispensation, et donc la réelle traçabilité, ça veut dire de qui a pris quoi et quelle quantité et qui a délivré, qui a prescrit. Et le chapitre 5 qui concerne, elles, les commissions wilayales et nationales qui seront justement appelées à, elles, gérer les éventuels écarts ou les éventuels dépassements et rendre cette faute comme étant une faute de gestion, non plus qui relève du pénal comme par la loi qui criminalise actuellement la 418. Alors je vais passer très vite parce que c'est assez compliqué. Donc je reviens à ce que je disais par rapport au chapitre 1er qui intéresse les importateurs. Alors lui, il place en annexe des registres pour les entrées et sorties, les registres de ventilation et les registres de matières premières, déchets et produits. Donc c'est-à-dire qu'il prévoit à ce qu'éventuellement, si cet importateur prévoit de faire de la fabrication, à ce qu'il ait à son niveau des déchets, éventuellement, c'est-à-dire qu'ils soient plus exploitables, ce qui se périme, auquel cas il doit les inscrire dans ces registres et il doit les archiver. Et ils devront être accessibles. Alors pour les importateurs, pour les producteurs, c'est l'Agence nationale des produits pharmaceutiques qui aurait à les inspecter. En revanche, pour les officinaux, les distributeurs et les praticiens, ce seraient les pharmaciens et médecins inspecteurs qui les inspecteraient. Alors le chapitre 2, lui, concerne, comme je disais tout à l'heure, les fabricants et éventuellement les importateurs quand il s'agit d'importation de matières premières. Donc là aussi, il prévoit une annexe 3, donc on va les passer rapidement les annexes. C'est le registre des entrées et des sorties qui est organisé en une sorte de main courante. Vous avez les mois, entrée, sortie. Donc vous mettez les produits, vous faites une main courante par produit. Vous avez le deuxième canevas, c'est lui de registre de ventilation, c'est-à-dire je suis l'importateur et je distribue aux plusieurs fournisseurs. Donc vous mettez le produit, les quantités livrées. C'est-à-dire vous avez les traces des entrées, les traces des sorties. Et là aussi, c'est le fabricant qui éventuellement a des matières premières importées. Il donne les produits semi-finis, les produits finis. C'est-à-dire cette matière première, j'ai acheté 3 kilos, qui ont donné 10 000 gélules, qui ont donné 3 000 périmés, etc. ou qui ont été considérés comme déchets. Voilà. Là aussi, c'est les canevas qui concernent les matières premières acquises par les fabricants. Fabricants aussi, l'annexe 3 et l'annexe 4 qui est commune aux fabricants et aux importateurs.
Le chapitre 3, je disais, qui s'intéresse au mode d'acquisition des psychotropes par les pharmacies hospitalières ou par les pharmaciens d'officine, qui exige à ce que le bon de commande comporte la signature du pharmacien avec sa griffe, son numéro d'inscription à l'organe chargé de la déontologie des pharmaciens. Et donc c'est un bon de commande qui sera séparé, qui ne sera pas mélangé avec les autres médicaments. Et donc la facturation sera faite par le fournisseur, et qui elle aussi sera séparée des autres médicaments. Et le pharmacien sera appelé à vérifier le numéro de lot, les quantités livrées et les dates de péremption. Il sera aussi appelé à mettre le service fait sur la facture et certifier la bonne réception des produits. Et que toute réclamation doit être faite et si éventuellement il y a litige, la transmettre à la commission, au comité wilayal. Donc toujours dans ce chapitre 4, qui lui prévoit le mode d'acquisition pour les hospitaliers, pour les praticiens en ville, le mode de prescription de ces psychotropes. Donc il prévoit que les praticiens aient, pour les prescriptions nominatives, à ce qu'ils aient 3 volets, 3 exemplaires, une copie blanche, jaune et rose pour les prescriptions nominatives, la copie rose qui est conservée par le praticien qui prescrit et qui devra conserver pendant 3 mois, et les archives, c'est-à-dire les registres qu'il aurait à son niveau, devront être conservés pendant 2 années. Et il prévoit par ailleurs, donc l'article 16 parle de la prescription nominative, l'article 17 parle lui de la prescription des substances en dotation, parce qu'effectivement il faut prévoir que ces psychotropes puissent être prescrits pour des services de réanimation en quantité suffisante pour une semaine, donc pour l'armoire de garde au niveau des services. Midazolam, on ne peut pas le donner en nominatif par patient. Donc quand on a des crises au niveau des services en réanimation, on donne des quantités hebdomadaires. Mais ces quantités hebdomadaires ne nous exonèrent pas de la traçabilité, c'est-à-dire qu'on a appelé à tracer les patients qui ont récupéré. Donc ici, on prévoit effectivement un bon de commande qui ne serait pas nominatif, mais qui sera accompagné d'un relevé nominatif des patients. Donc le bon de commande qui est annexé en annexe 6 dans ce même texte, c'est l'annexe 6, c'est le bon de commande, donc pas le confondre, c'est le bon de commande interne, c'est-à-dire du service clinique au niveau de la pharmacie hospitalière. Il s'agit d'un bon de commande interne, non pas le bon de commande établi auprès de la PCH. Donc au niveau de ce bon de commande interne qui est établi par le service, il doit mettre la désignation du produit, le stock restant à son niveau et le stock demandé, la quantité demandée et enfin la quantité éventuellement livrée par la pharmacie. Et ce bon de commande, alors je vais le passer très vite, est accompagné d'un relevé nominatif. C'est-à-dire qu'on délivre les quantités de dotation hebdomadaires que sur la base d'un relevé nominatif qui nous sera transmis. C'est-à-dire qu'on doit avoir les patients qui ont reçu les 40 ampoules qu'on a données la semaine précédente. Donc il doit mettre le nom du patient, l'âge, le praticien qui a prescrit et la quantité justifiée, donc dispensée. Et la signature donc, de l'infirmier qui a fait l'acte s'il s'agit d'injection ou s'il s'agit de prise orale. Alors on arrive au chapitre 4, qui est le chapitre principal qui concerne comment se fait la dispensation, la délivrance de ces produits. Alors ce chapitre présente quelques malentendus parce qu'on a retrouvé quelques incohérences. C'est juste, je vais essayer de vous l'expliquer. Bon, savoir qu'il y a plusieurs articles, il y a l'article 21, 22 et 23. C'est des articles qui, eux, prennent en compte, si vous voulez, qui expliquent comment se fait la prescription et expliquent le cas particulier des thérapies innovantes. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau hospitalier, il se peut qu'on ait des produits de psychiatrie qui soient innovants et pour qui la prescription est restreinte aux psychiatres. Voilà, c'est revenu. Donc elle est restreinte aux psychiatres, mais ce n'est pas par rapport à leur usage récréatif, mais c'est plus par rapport à leur coût élevé. Donc c'est ça qui va commander à ce que les prescriptions soient mensuelles et non pas trimestrielles comme elle est faite pour les autres thérapies. Donc la prescription mensuelle n'est pas en lien avec l'usage récréatif du produit, mais c'est plus en lien, comme actuellement en endocrinologie, vous avez des thérapies innovantes qu'on ne sert que par mois. Parce qu'elles sont tellement à coût élevé qu'on ne prend pas de risque de donner des QSP de 3 mois. Si éventuellement le malade fait des effets indésirables, il sera appelé à arrêter le traitement. C'est des boîtes qui vont disparaître du circuit du médicament. Et le coût élevé de ces thérapies nous impose d'avoir une gestion rationnelle. Donc la gestion rationnelle nous impose de donner des dispensations mensuelles et non pas trimestrielles. Donc c'est l'article 21 et 22 qui limite la prescription à 1 mois. Mais ces articles nous renvoient vers une liste faite par le ministère. Il faut savoir que cette liste, à l'heure actuelle, n'est pas disponible. C'est-à-dire pour l'instant, on n'a pas de produit qui serait concerné par cette prescription restreinte aux psychiatres. Enfin, l'article 23, lui, parle des registres de prescription qui seraient au niveau des services prescripteurs. Et donc c'est là où on a un souci, c'est l'article 23 et l'article 24 qui concernent donc, les praticiens, donc ceux qui prescrivent. Parce qu'on a au niveau de l'article 23 qui parle d'établissements de santé hospitaliers, santé publique et privée, qui explique l'identification du patient, qui peut être ambulant, c'est-à-dire qu'il externe, et qui peut être parfois hospitalisé. Selon qu'il est ambulant
on prend son âge, son numéro d'admission. S'il est hospitalisé, on prendra son numéro d'admission au niveau de l'hôpital. Et on a l'article 24 qui lui aussi parle de registre de prescription, donc c'est le même registre que précédemment, et qui cette fois s'intéresse aux structures santé privées, alors que le précédent parlait d'établissements de santé publics et privés, mais qui cette fois parle de notion de porteur de la carte d'identité. Alors qu'on sait pertinemment qu'un praticien ne peut pas faire de prescription à un tiers. Il ne peut faire la prescription qu'à un malade, qu'il verra, qu'il consultera, qu'il auscultera. Donc cet article 24 présente cette ambiguïté qui a été relevée, qui n'a vraisemblablement pas été corrigée. On s'est dit que peut-être qu'il y a eu confusion. Il s'agissait plutôt ici du registre de dispensation, c'est-à-dire celle qui est tenue par le pharmacien, c'est le fameux ordonnancier. Effectivement, l'ordonnancier, on peut évoquer la notion du porteur de l'ordonnance. Et effectivement, là, on serait appelé à prendre l'identité du porteur. Et donc, là, ça conforterait l'article 25. Il faut savoir que tous ces chapitres qu'on a vus précédemment nous renvoient à chaque fois à ces contrôles périodiques inopinés faits par une commission, par des praticiens inspecteurs qui transmettraient leur rapport à la commission wilayale et nationale compétente. Alors c'est l'erreur, c'est ce que nous avons constaté par rapport à l'article 23 et 24. Et là aussi, aucune annexe n'est... en annexe, on n'a pas de modèle pour ces registres, qui sont cités dans l'article 23 et 24. On n'a aucune annexe qui les... alors pour tous les autres articles, on avait plutôt des annexes qui nous représentaient les registres à compléter. Mais pour les registres de prescripteurs, aucune annexe n'est représentée. Donc on a simplement les données à mettre, mais certaines données, elles paraissent aberrantes puisqu'elles ne correspondent pas à la prescription. Mettre le porteur de la pièce d'identité, c'est pas pour moi... Alors toujours dans ce chapitre 4, arrive l'article 26, celui qui concerne les pharmaciens d'officine et les pharmaciens hospitaliers, qui parle lui de la dispensation sur 3 mois et qui explique quels seraient les volets que vous garderez, celui que vous remettez au patient, selon que la dispensation est totale ou partielle. Donc je vous passe les détails. Retenir que si vous êtes en exercice privé, c'est-à-dire en exercice ville, c'est plutôt l'exemplaire blanc qui est conservé par le pharmacien hospitalier. Et si vous êtes en exercice, c'est donc hospitalier. Et si vous êtes en ville, c'est l'exemplaire jaune qui est conservé par le pharmacien de ville. Donc retenir que l'exemplaire est différent si la dispensation est totale. La dispensation est totale si vous servez les 3 mois de traitement. Et si la dispensation est partielle, là, pour l'hospitalier, c'est l'exemplaire jaune qui est conservé. Donc on remet l'exemplaire blanc au patient, qui peut éventuellement le compléter son traitement en ville. Et pour l'officine, donc c'est l'exemplaire jaune qui est conservé par le premier pharmacien distributeur. Et il laisse une photocopie donc de l'exemplaire blanc au patient pour éventuellement acquérir le reste de ce traitement auprès d'une autre officine. Alors l'article 26, là, c'était juste par rapport au code couleur qui était un peu compliqué. L'article 27 confirme la durée du traitement, qui est de 3 mois maximum. Et donc, sur l'ordonnancier, la notion de date de soins est inscrite. Sur les anciens ordonnanciers, la date de soins n'était pas inscrite. Sur les nouveaux ordonnanciers, la date de soins est inscrite. Donc, vous pouvez, sur la base de la date de soins, délivrer la quantité suffisante pour le reste de soins. Si la date de soins remonte à 1 mois, l'ordonnance arrive chez vous 1 mois plus tard, vous servez QSP 2 mois et non pas 3 mois. D'accord ? C'est la date de soins qui fait foi. Donc vous mettez la date de dispensation, celle que vous allez inscrire au moment de le passage du patient, et vous inscrivez la date de soins qui maintenant est obligatoire. L'article 28 qui rappelle l'article 21 dont on avait parlé tout à l'heure, l'article 21 qui correspondait aux thérapies innovantes en psychiatrie, donc qui explique que c'est que le pharmacien hospitalier de l'établissement hospitalier qui avait le droit de les dispenser. Et l'article 29 s'intéresse, lui, aux échanges inter-établissements, inter-officines, alors qui explique il ne s'agit pas d'obtenir l'accord préalable de la commission wilayale, mais plutôt de notifier. Parce qu'au départ, il y a eu un couac, parce qu'on s'est dit, parce que nous, au niveau hospitalier, on fait beaucoup de décharges inter-établissements. Donc si on introduisait ce frein aux décharges, ça allait poser beaucoup de problèmes. Puis non, on nous a rassuré, on nous a expliqué qu'il s'agissait simplement de notifier simplement la décharge, c'est-à-dire qu'on fait les décharges habituelles et on transmet une copie à la commission wilayale compétente. Et donc au niveau officinal, ce serait pareil, s'il y a des échanges inter-officines, il suffit simplement de notifier cette décharge et de la transmettre à la commission wilayale et expliquer simplement qu'en cas de décharge inter-wilaya,
faut transmettre aux wilayas respectives, c'est-à-dire l'établissement de Tizi transmet à la commission wilaya de Tizi et l'établissement d'Alger transmet à la commission d'Alger. Donc c'est simplement une notification qui devra être faite par les deux parties de la décharge, les deux parties de la décharge, celui qui reçoit et celui qui délivre. L'article 30, là aussi, c'est le qui explique que l'ordonnancier, là c'est les pièces obligatoires. Alors vous notez que pour les établissements hospitaliers, les pièces obligatoires sont beaucoup plus importantes. Alors là aussi, c'était une aberration qu'on avait constatée, qu'on a essayé de corriger, mais qui n'a vraisemblablement pas été prise en compte. Donc là, qui exige effectivement l'ordonnancier, parce qu'il faut savoir que dans certains établissements hospitaliers, on fait des dispensations en externe, en ambulatoire. Ce n'est pas tous, mais certains le font. Donc il faut effectivement prévoir le même ordonnancier que vous avez en officine au niveau hospitalier, avec les mêmes données, quasiment les mêmes données. On a à notre niveau le registre de retrait, parce qu'il faut savoir qu'on a dispensation des fameux bons hebdomadaires. Donc il faut effectivement l'infirmier habilité à réceptionner ces traitements. Il doit nous contresigner le registre. Donc nous aussi, on aura affaire à un registre. Et donc les deux premiers items, on les comprend, on les accepte, parce qu'il s'agit là réellement de traçabilité. Et le but de ce texte, c'était normalement s'arrêter à la traçabilité. Et on voit sur ce texte l'apparition de la fiche de stock et de le registre main courante qui, eux, concernent la gestion. Et la gestion n'est pas propre aux psychotropes, on fait de la gestion pour tous les produits pharmaceutiques. Donc la fiche de stock, elle n'est pas propre aux psychotropes. La fiche de stock, on l'a pour tous les problèmes, pour tous les produits. Donc là, effectivement, elle nous a posé problème, mais bon, la fiche de stock, le registre main courante. Et pour les pharmaciens d'officine, vous avez le fameux registre des entrées qui est nouveau, qui n'existait pas, qui vous a été mis en annexe 12. Donc il y a un modèle qui serait pris pour ce registre. Et vous avez l'ordonnancier modifié avec les nouvelles données qui devront être inscrites. Et là aussi, on a la chance d'avoir une annexe 113. Et alors rapidement, l'ordonnancier modèle, bon, vous le connaissez, c'est juste la date de soin qui a été ajoutée. Registre de retrait des médicaments, c'est celui au niveau hospitalier. Donc là, c'est juste non matricule. Là, on constate que n'apparaissent pas les dispensations faites, donc n'apparaissent pas le nom des produits. Donc on peut faire signer à l'infirmier n'importe quoi, mais bon, c'est le numéro de banc qui fera foi, donc il faudra toujours avoir la copie du banc sur soi. Donc le code, les fiches de stock, la main courante qui n'a pas lieu d'être, le registre des entrées. Donc c'est simplement mettre le numéro de facture, la désignation des quantités réceptionnées. L'ordonnancier officine, donc il y a juste date de soin, c'est l'avant-dernière colonne. Voilà, l'avant-dernière colonne, date de soin. C'est la nouveauté sur ce registre. Et le contrôle des matières remises et médicaments, donc un contrôle périodique inopiné, là aussi, toujours à la fin de chaque chapitre, on nous renvoie à ces contrôles inopinés qui seraient faits. Simplement, ici, pour les pharmaciens, ce seraient des pharmaciens inspecteurs qui inspecteraient les pharmaciens et non pas des médecins inspecteurs. Les registres ordonnanciers prévus par le présent décret peuvent être informatisés. Voilà, en revanche, on a cette sortie de secours qui prévoit l'informatisation et qui nous justement nous dégagera par rapport à la fiche de stock, par rapport à la main courante, nous exonérera, j'allais dire, d'avoir à tenir ces registres manuellement. Et l'article 33 prévoit le fameux registre conservé 5 ans et non pas 10 ans comme précédemment prévu. L'article 34 lui explique que ces registres peuvent être cotés paraphés par le directeur d'établissement pour l'hospitalier, par le DSP, le directeur de santé et population pour les pharmaciens d'officine. Je vais passer rapidement. Enfin, le chapitre 5 qui parle des commissions wilayales et nationales. Il faut savoir que les compositions des commissions n'ont pas été faites. Donc pour l'instant, on n'a pas d'idée précise de leur composition, mais c'est l'un des chantiers. Et enfin, l'article 40-41 qui fixe les délais de rigueur de 3 mois à partir de la date de promulgation, ce qui nous donne un délai au 5 avril pour mettre en application ces textes cités par ce décret. Alors, ce que je voulais, pour conclure et pour faire vite, c'était que le pharmacien dans toutes ses pratiques fait face à de nombreuses exigences qui engagent sa responsabilité, on le constate de plus en plus, mais ses devoirs déontologiques restent essentiels, car ce sont eux qui distinguent sa profession des autres professions. Donc ça, il faut vraiment le garder dans l'esprit. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'engage à protéger les pharmaciens dans leurs pratiques. En effet, le CNOP encourage l'évolution des activités des pharmaciens, et ce, quelle que soit leur catégorie d'exercice. Et le CNOP reste attentif à l'environnement réglementaire qui entoure le pharmacien. Il a aussi vocation à diffuser auprès des inscrits toutes ces évolutions réglementaires, celles pour lesquelles il a collaboré, celles pour lesquelles il n'a peut-être pas collaboré, pour lesquelles il n'a pas obtenu gain de cause. Mais on doit les diffuser, on doit en informer tous les intervenants et de distribuer tous les supports qui leur seraient utiles dans leur pratique et prendre toutes les doléances qui y seraient. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Mezaour.